Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la première adjointe au maire de Paris. Vous êtes en charge de l'urbanisme, de l'architecture et candidate donc au régional au nom du Parti Socialiste. Ce matin, tout le monde parle de l'affaire Frédéric Mitterrand. Et ce qui étonne évidemment beaucoup d'observateurs, c'est qu'il ait été attaqué par le Front National. Les gens peut-être comprennent un peu, c'est peut-être la logique du Front National. En revanche, qu'il ait été attaqué par Benoît Hamon dans des termes quasiment similaires, je veux dire que ça soulève beaucoup d'émotions à gauche. Est-ce que vous comprenez Benoît Hamon? Est-ce que vous comprenez Patrick Bloch? D'abord, je pense que Frédéric Mitterrand a été imprudent, effectivement, quand il a apporté un soutien sans réserve à Roman Polanski. Bien sûr que Roman Polanski est un grand génie du cinéma, et bien sûr qu'il a le droit d'être traité avec tous les droits de la défense, et que sans doute il n'a pas eu la possibilité, à l'époque où il a décidé de fuir les États-Unis, d'être vraiment, d'exercer ses droits à se défendre. Mais il a été imprudent pourquoi? Parce qu'il avait écrit 4 ans auparavant non, la mauvaise vie. C'est là où je suis un peu gênée et j'ai pas envie de participer, je dirais, à cet emballement général. Je suis un peu gênée parce que ce livre de Frédéric Mitterrand, avec lequel aujourd'hui est fait un amalgame, est connu depuis très longtemps. Voilà, c'est pas un secret, c'est pas un bouquin que Frédéric Mitterrand aurait caché dans un tiroir et qu'il aurait gardé pour lui. Donc moi, je suis toujours très gênée quand, et c'est vrai que c'est le Front National qui a fait cet exercice-là et ça ne m'étonne pas. Et puis il n'est pas le seul, Benoît Hamon et Patrick Bloch aussi. Oui, alors Benoît, Patrick, etc., ils sont dans le combat politique. Je vais pas ici faire ni le procès des uns et des autres. Bien sûr qu'on peut être très légitimement... Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas fait de cette façon. Lui, il a été imprudent, dites-vous, de Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand a été imprudent. Je pense que maintenant, il faut que Frédéric Mitterrand s'exprime sur le fond, parce qu'on l'a pas entendu sur le fond. Et puis, moi, je ne suis pas, en tous les cas, je ne prêterai pas ma voix à un emballement exhumant un livre que tout le monde connaît. C'est devenu une affaire politique. Je crois que la meilleure façon de la clore, c'est d'entendre Frédéric Mitterrand. Et puis, c'est vrai, on est dans une société où l'emballement médiatique, la bataille politique est aujourd'hui très très dure, c'est vrai, entre la gauche et la droite. Et donc, voilà, j'estime que on n'a pas à instrumentaliser. Anne, pouvait-il s'y attendre? Parce que dans le livre de mémoire que publie Édouard Balladur, à un moment, il a des conversations sur la vie privée avec François Mitterrand qui lui répond « Quand on est au pouvoir, on est forcément compromis ». Bien sûr, enfin, en tous les cas, forcément, sa vie s'étale. Quand il a écrit ce livre, il n'envisageait peut-être pas d'être ministre. Aujourd'hui, il est ministre. Il y a ce livre. Voilà, il faut qu'il en parle. Il faut que la transparence s'applique là aussi. Alors, le discours de Martine Aubry, semble-t-il, a été un tournant pour le Parti Socialiste. Déclaration donc assez importante sur le non-cumul des mandats, la parité pour toutes les élections, élaboration d'une charte éthique, les alliances, les primaires récemment, et puis surtout elle a été rejointe par Bertrand Delanoë et par Laurent Fabius, donc à la direction du PS. Donc Anne Hidalgo, est-ce que vous considérez qu'après cet épisode, cette séquence, comme on dit dans le domaine politique, maintenant Martine Aubry est clairement la patronne de la gauche? Oui, bien sûr. D'abord, on a eu une université d'été de La Rochelle qui a été... Quand je dis la gauche, je pense au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, qui a été un moment fort dans lequel les militants, les dirigeants avaient envie d'être ensemble. Et ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas éprouvé cela ensemble. On a été remis à l'épreuve ensuite. Et aujourd'hui, je crois que Martine a réussi un rassemblement. Le fait calmer Ségolène Royal, calmer les quinquas qui veulent tout, les Valls, Moscovici. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même conscient du fait, et notamment après ce qui s'est passé aux Européennes, c'est quand même un échec cuisant pour nous tous, on est quand même conscient du fait qu'une grande partie de ce score qu'on a fait aux Européennes tient à ces petites phrases, ce climat délétère qui était donné en permanence à voir aux Français. Aujourd'hui, je crois que chacun revient quand même à revient les pieds sur terre, et que l'unité, le rassemblement, c'est un élément indispensable pour partir non seulement à la conquête des régions, puisque les régionales sont là, mais reconquérir cette confiance auprès des Français. Est-ce que vous croyez que la main tendue à Ségolène Royal aura un effet quelconque? Je l'espère. En tous les cas, voilà, Ségolène Royal, qui a un statut un peu particulier d'ancienne candidate à la présidentielle, elle a sa place dans ce dispositif collectif. Parlons maintenant un petit peu du Grand Paris, parce que c'est un des dossiers importants. Le président de la République l'a toujours présenté comme une grande ambition pour la France. Ça fait partie aussi, dans le domaine culturel, avec la télévision, des ambitions qu'il a développées et sur lesquelles ils insistent. Est-ce que vous considérez que derrière ce Grand Paris, il y a d'abord et avant tout une opération politique, ou est-ce qu'il y a aussi un rêve de modifier la ville et de modifier la région?
Nous, on a participé à une partie de ce travail-là, avec les architectes, une dizaine d'équipes qui ont travaillé sur la ville de demain, la métropole du post-Kyoto, comment faire cette métropole écologique. Et nous, ville de Paris, la région aussi, on y a participé très activement. Donc vous n'avez pas d'objection sur l'origine du projet? En tous les cas, on n'a pas d'objection sur le fond du projet. Oui, il y a une métropole qui est en train là de vivre et elle doit se poser des questions. Comment être plus attractive? Comment permettre une meilleure qualité de vie? Comment être totalement écologique? Là-dessus, on est d'accord. Les reproches, c'est sur l'intention politicienne. Quand le président de la République, le 29 avril dernier, dit « on va construire ce Grand Paris avec les collectivités, la ville, etc. Tout le monde va s'y mettre et je respecterai tout le monde. On a une grande ambition qui transcende les partis politiques. » Nous, on dit « ok, banco, on y va ». Sauf que le lendemain, quand il confie à Christian Blanc et à François Fillon le projet du Grand Paris, on se retrouve avec un métro souterrain de 130 km. Société du Grand Paris est un mastodonte bureaucratique qui fait reculer la démocratie locale, dixit Bertrand Delanoë dans une lettre adressée à François Fillon. Bien sûr, et ce ne sont pas des mots. Il faut vraiment comprendre que là, le sale coup, parce que c'est un très sale coup qu'ils essayent de faire, c'est de reprendre la main, de remettre cette région, notre ville, notre métropole sous tutelle, sous administration de l'État. On sait très bien le schéma qu'ils ont en tête, que Christian Blanc et Fillon ont en tête, c'est le schéma ni plus ni moins des années 60-70 qui ont quand même provoqué des désastres urbains qui ont conduit, rappelons-nous, aux émeutes de 2005 dans les cités. Peut-être y a-t-il une différence entre l'appréciation de François Fillon et de Christian Blanc. Ça, on le sait qu'il y a des différences entre eux et deux et le président de la République. Il y a beaucoup de cacophonie à droite. Entre eux, c'est clair. Moi, j'ai pas très bien compris quelles étaient leurs positions. Il nous a dit Fillon, il veut plutôt écouter les élus. Il nous a jamais écoutés. Christian Blanc, il a dit je les ai écoutés, les élus. Il a reçu le maire de Paris pendant 1 heure. Si ça s'appelle écouter les élus, on peut faire mieux. Et puis, il y a de la cacophonie. Parce que nous, c'est pas un sujet là pour le coup de confrontation gauche-droite. Dans la métropole, les maires, les élus qui sont contre ce projet, et notamment sur une disposition, et Jean-François Copé l'a très bien dit hier, une disposition qui dit que pour financer ce projet, puisque l'État ne met pas 1 centime d'euro, il va falloir préempter des terrains autour des gares. Pourquoi autour des gares? Parce que c'est là que ça va coûter le plus cher, les terrains. Et ils vont exercer, l'État va pouvoir exercer un droit d'expropriation et va rafler la mise de la vente de ces terrains sans tenir compte aucunement des besoins des populations. Nous, aujourd'hui, vous savez, vous en parlerez sûrement avec Jean Nouvel, l'urbanisme qu'on construit dans des grandes métropoles et des villes comme la nôtre, il est extrêmement subtil. Il doit être très sensible. Il doit être fait dans la dentelle. Ça ne peut plus être ces opérations. Mais c'est comme ça que dans les affaires qui concernaient par exemple la rénovation du centre de Paris, on est abouti à rien parce qu'à force de respecter tout le monde, tous les commerçants, finalement ils ont rejeté Nouvelle, ils ont rejeté Coulas, ils ont rejeté tous les projets des grands architectes. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Vous avez raison sur un point, et là, les politiques doivent être extrêmement vigilants. Quand on fait preuve d'audace et d'innovation, il y a forcément énormément de gens qui sont contre. Donc il faut que le politique sache prendre ses responsabilités. En même temps, le politique n'a pas à passer en force. Il doit faire adhérer aux différents projets. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit l'urbanisme et l'architecture. Anne Hidalgo, ceux qui peuvent se retrouver face à vous au régional parlent de l'explosion de la fiscalité à Paris, de l'emprunt à Paris, de la dette à Paris et même en revanche de l'explosion, vous savez, des budgets de communication, etc., etc. C'est le cas par exemple de Carucci récemment. Vous leur diriez quoi? D'abord, il n'y a pas d'explosion de la fiscalité. La fiscalité à Paris reste celle de la ville la moins chère de France. On a augmenté les impôts locaux de 9%, ce qui était dit pendant la campagne des municipales. Il parle dans son livre qui s'appelait « Livre noir des régions socialistes » d'une multiplication des dépenses de saupoudrage et de clientélisme. Non, alors ça oui, je l'ai entendu dire ça. D'ailleurs, Madame de Panafieux l'avait dit aussi pendant la campagne des municipales de 2008, de clientélisme à l'égard de certaines associations. Écoutez, quand on vient d'où on vient, rappelons-nous ce qu'était Paris avant 2001, la nécessité pour Paris de renouer avec l'honneur, eh bien, je crois qu'ils sont très mal placés pour faire des leçons. En tous les cas, pas d'explosion de la fiscalité, des projets que nous finançons et qui sont à la fois sur le terrain de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique, ça c'est une grande dominante. Deuxième élément, c'est quand même la politique sociale, parce que quand il y a la crise qu'on connaît aujourd'hui, il faut aider les Parisiens à surmonter cette crise. Et
Et puis, le troisième élément pour nous très important, c'est l'innovation, la technologie, la science, l'éducation.